Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Focus Live consacré à l'accessibilité financière aux soins de santé, en particulier autour de l'assurance obligatoire. J'en profite déjà pour dire qu'ici il s'agit d'un travail d'équipe et donc je remercie Adil, Blanca, Gadi, Pablo et Justine pour tout ce travail qu'on a réalisé ensemble. Quelques informations techniques, deux en particulier. La première, vous le voyez, c'est concernant les questions. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers l'onglet Q&R et uniquement à travers cet onglet-là. Et d'autre part, concernant le choix des langues, nous avons Sybille qui est avec nous, donc qui est interprète et on la remercie chaleureusement. Et donc, n'oubliez pas de choisir votre canal, vous le voyez à travers la petite map monde, et de choisir la langue de votre choix. Alors, en quelques mots, Brusano, de quoi s'agit-il? Brusano est une ASBL bruxelloise qui a été créée en 2018 et qui bénéficie exclusivement de financement public. Alors, quelles sont les trois grandes missions de Brusano? La première, c'est assurer les missions de plateforme de soins palliatifs. Ensuite, il s'agit de favoriser la coordination de la mise en place des 5 différents bassins d'aide et de soins. Et enfin, la troisième mission tourne autour de l'appui et de la coordination de l'ambulatoire. Alors, le focus se structure généralement autour d'un objectif principal qui est le suivant, c'est vraiment contribuer à la clarté, à la lisibilité de l'organisation sociale santé à Bruxelles. En termes de contenu, le focus met en avant à la fois l'offre sociale santé, mais aussi une série de dispositifs et de services clés au niveau bruxellois. Et aussi, il y a une série d'informations concernant les remboursements. En termes de forme, le focus ici prend la forme d'une brochure d'information qui fait 43-44 pages ici. Et souvent, le focus est accompagné par un répertoire de ressources spécifiques, ce qui n'est pas le cas ici concernant le focus consacré à l'accessibilité financière. Alors, un bref aperçu des différents focus déjà publiés, ça pourrait peut-être vous intéresser et vous outiller par rapport à votre travail dans le monde social santé. Le premier, c'est concernant la santé mentale. Vous le voyez, offre de soutien et d'accompagnement en région bruxelloise. Il y a aussi le focus consacré à la fin de vie et aux soins palliatifs. Il y a le focus consacré au soutien à domicile pour les personnes de plus de 60 ans. Il y a également le focus consacré au diabète de type 2. Il y a aussi le focus autour des ressources pour une vie à domicile. Et le dernier est consacré à la périnatalité autour de l'offre et de l'accompagnement en région bruxelloise. Et pour votre information, donc chaque focus est disponible en français et évidemment en néerlandais. Et on a aussi le plaisir de vous annoncer mi-janvier un focus qui portera cette fois sur l'accessibilité financière, en particulier pour les publics, les personnes non assurées. Alors aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'avoir quatre intervenants, quatre experts qui nous accompagneront pendant tout ce webinaire. Je vais les présenter rapidement ici. Donc, Peter de Troyer qui travaille à Solidaris Brabant, donc je le remercie chaleureusement pour sa présence. Il y a aussi Christian Leclerc, donc, qui est conseiller santé à Partenamut. Il y a Innocent Mouvikano qui travaille en tant que Community Health Worker, donc bienvenue également. Et enfin, il y a Nathalie Mertens qui travaille au CAW Bruxelles. Et donc ici, on a quatre intervenants et donc c'est vraiment à eux que vous pouvez adresser vos questions, vos réflexions dans le chat comme indiqué au tout début. Alors, pourquoi faire ce focus? Pourquoi faire un focus autour de l'accessibilité financière autour des soins de santé?
Alors ici, on mentionne trois grands objectifs qui en fait sont des objectifs qui sont tout à fait en phase avec les objectifs stratégiques poursuivis par Brusano de manière transversale dans l'ensemble des bassins d'aide et de soins et dans l'ensemble de ces projets. Donc pourquoi ce focus sur l'accessibilité financière? En un, ben, c'est vraiment valoriser une information objective, claire, sur les mécanismes relatifs à l'accessibilité financière aux soins de santé. Alors en plus de l'information, il y a l'idée aussi de soutenir l'ensemble des professionnels social santé dans l'accompagnement, le soutien des citoyens et des citoyennes. Et ici, évidemment, ça se fait en lien avec les organismes assureurs, avec les mutualités. Et troisième objectif, qui est évidemment très important et sans doute encore plus aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer du mieux qu'on peut à la lutte contre le non-recours aux droits et aux services social santé bruxellois. Alors ici, on a choisi de vous partager la colonne vertébrale, la structure du focus sur l'accessibilité financière. Vous avez ici la table des matières. Donc on commence avec quelques éléments sur le contexte, en rappelant à quel point l'accessibilité financière est un déterminant clé de la santé. Ensuite, de manière plus précise, on commence à indiquer ce qu'il retourne quand on parle d'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités. Et dans ce cadre-là, on a des informations un peu plus précises sur ce qu'il se passe quand on change de mutuelle. On a des informations autour du ticket modérateur ou par exemple autour du maximum à facturer. Ensuite, on a toute une partie consacrée à l'assurance complémentaire obligatoire. Et dans ce cadre-là, on a des informations autour de thématiques telles que les médecines alternatives, la diététique, les soins des pieds ou les soins dentaires. Et chaque fois, pour chacune de ces thématiques, euh, est repris la mutualité et ce qui est proposé par les différentes mutualités de manière très précise. Et enfin, on a aussi des informations relatives aux assurances complémentaires facultatives. Alors, qu'est-ce qui a été ajouté dans le focus de cette année par rapport à la version de 2024? D'abord, il y a des précisions sur les mécanismes d'accessibilité financière, donc, notamment sur le maximum à facturer ou sur d'autres mécanismes. Ensuite, on a fait le choix de donner des informations aussi un peu plus précises sur qu'est-ce qui se passe quand on change de mutuelle et qu'est-ce qui est à faire. Ensuite, on a ajouté des précisions sur la caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité. On a aussi choisi d'ajouter deux nouvelles sections. Euh, D'abord, grossesse et vie de l'enfant, et ensuite santé sexuelle et reproductive. Donc pourquoi? Parce que ça vit beaucoup dans les différents bassins d'aide et de soins, donc qui sont couverts par Brusano, ça vit sur le terrain, et puis par rapport au soutien des personnes et des citoyens, ces deux thématiques nous semblaient particulièrement intéressantes. Et par ailleurs, les mutuelles proposent aussi toute une série d'offres qui bougent beaucoup dans ces deux domaines. Et enfin, on a choisi, pour plus de cohérence, d'intégrer plutôt l'homéopathie dans la section plus globale de médecine alternative. Et de cette manière, on espère aussi que cette section est peut-être plus claire et aussi plus lisible pour le lecteur et pour la lectrice. Et maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Pablo qui va nous proposer un petit topo sur la place des mutualités dans le système social belge. Donc Pablo, je te donne la parole. Merci Fabrizio. Effectivement, on va très brièvement donner quelques informations sur la place des mutualités dans le système de sécurité sociale belge qui est quand même très spécifique. La Belgique, pour des tas de raisons historiques, a fait le choix d'un système de sécurité sociale qui fonctionne dans une logique de concertation
et c'est ce qu'on appelle un système de type marché régulé. Contrairement à d'autres pays, les organismes et les acteurs qui délivrent des soins en Belgique sont essentiellement des acteurs privés, soit pour un certain nombre des acteurs sans recherche de profit, mais aussi des acteurs privés qui sont avec recherche de profit, qui gagnent leur vie en faisant ce travail. C'est le cas d'un certain nombre de médecins, par exemple, qui travaillent comme indépendants. Et dans ce contexte-là, les règles de marché tendent à s'appliquer. Ça permet de préserver la liberté de choix des prestataires et permet aux bénéficiaires d'aller consulter tous les services qu'ils souhaitent aller consulter. Ça entraîne une certaine concurrence entre eux, mais bien entendu, comme il ne s'agit pas d'un domaine sur lequel on peut faire du commerce, ces règles de marché sont régulées par les pouvoirs publics. Et cette régulation est en fait concertée entre l'État, les parties prenantes, c'est-à-dire les professionnels et les organismes qui représentent les bénéficiaires, les organismes payeurs. Alors, de manière un peu simplifiée, je l'admets, le système de sécurité sociale en Belgique est constitué d'un mécanisme dans lequel les trois grands acteurs que sont les travailleurs et les travailleuses d'un côté, les employeurs d'un autre côté, et puis l'État, contribuent tous à la sécurité sociale. Il y a un organisme de gestion, de financement en général de la sécurité sociale que tout le monde connaît, qui est l'ONSS. Et puis l'ONSS redistribue les moyens aux 7 branches de la sécurité sociale. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous les voyez sur le schéma. Mais bien entendu, tout le monde sait qu'il y a le chômage, les pensions, les allocations familiales, et donc dans cet ensemble, l'assurance maladie invalidité. Chacune de ces branches possède son organisme de gestion. Dans le domaine de l'assurance maladie invalidité, bien entendu, c'est l'INAMI. Et puis, ces organismes travaillent avec des organismes de paiement qui vont donc réaliser l'exécution des remboursements des indemnités. C'est dans ce cadre-là qu'interviennent les mutualités pour forcément exécuter les paiements pour les bénéficiaires. Alors, les organismes assureurs, historiquement, découlent de caisses qui ont été mises en place au niveau des différentes entreprises, et petit à petit, elles se sont regroupées en 5 unions nationales. On peut donc citer les mutualités chrétiennes, la mutualité neutre, les mutualités socialistes, qui s'appellent Solidaris maintenant, la mutualité libérale et les mutualités libres qui regroupent Partenamut, Elan, et une mutualité, la Freie Krankenkasse, qui est active en communauté germanophone. En plus de ces 5 unions nationales, il y a une mutualité spécifique au personnel de la SNCB qui s'appelle RAICare. Et puis, il y a une caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité publique, la KAMI, qui est disponible pour les personnes qui n'ont pas souhaité s'affilier à une des mutualités, donc à statut privé. Les mutualités ont donc plusieurs rôles à jouer. Elles exécutent l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie invalidité obligatoire. Elles offrent également des assurances complémentaires, on en a parlé, et elles ont un rôle de soutien et d'information à leurs affiliés qu'elles représentent dans les concertations et les négociations qui concernent la sécurité sociale avec les autres parties prenantes que sont les professionnels et l'État. Voilà pour ce qui me concerne. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Adil. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un tout grand merci à mes très chers collègues Pablo et Fabrizio pour pour leurs introductions et pour leurs éclairages. J'espère que vous êtes tous et toutes confortablement installés car je vais vous proposer au cours des 10 prochaines minutes de se plonger directement à l'intérieur du focus. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur deux situations fictives
Pour commencer, Madame Elami. Madame Elami, elle a 36 ans, elle est enceinte de son troisième enfant et elle est bénéficiaire du statut de l'intervention majorée. Au cours d'un entretien, Madame Elami exprime sa volonté de bénéficier d'un suivi dentaire correct pour elle et pour toute sa famille. Elle aimerait également que les soins liés à sa grossesse et au suivi postnatal de l'enfant se passent pour le mieux. Madame Elami fume régulièrement, mais elle exprime un désir d'arrêter et elle envisage même un accompagnement pour le sevrage tabagique. Sur le plan de la santé sexuelle et reproductive, Madame demande des informations sur la contraception et enfin, elle insiste pour consulter uniquement des prestataires conventionnés afin de limiter son reste à charge et de garantir une accessibilité financière à ses soins de santé. Madame Elamy est bénéficiaire de l'intervention majorée et à ce sujet, nous pouvons retrouver aux pages 12, 13 et 14 une série d'informations sur des mécanismes, mais aussi sur des dispositifs qui visent à faciliter l'accessibilité financière aux soins de santé et notamment le statut BIM, le statut lié à l'intervention majorée. Vous retrouverez également sur la même page, dans le petit carré bleu, des informations sur les démarches pour bénéficier de l'intervention majorée. À ce sujet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. On pourra les poser en seconde partie de webinaire à nos intervenants. Madame Elamy, elle a exprimé une volonté de suivre correctement sa santé dentaire ainsi que celle de sa famille. Je vous propose maintenant de naviguer aux pages 32 et 33 de ce focus, dans lesquelles il est repris une série d'informations concernant les remboursements en lien avec les soins dentaires. Plus précisément, il s'agit là de l'offre d'assurance complémentaire obligatoire des différents organismes assureurs compétents en région bruxelloise. Les tableaux qui reprennent ces différentes informations sont structurés de la même manière dans l'ensemble du focus. Dans la première colonne, celle de gauche, nous retrouvons le nom des différents organismes assureurs ainsi que leur numéro d'identification. Dans la colonne du milieu, nous retrouvons des informations, notamment sur les montants des interventions des différents organismes assureurs. Et enfin, nous retrouvons dans la colonne de droite des informations qui concernent les conditions nécessaires permettant de bénéficier de ces différentes interventions. Concernant cette fois l'assurance complémentaire facultative, nous retrouvons aux pages 41, 42 et 43 des informations qui pourraient être utiles à Madame Elamy. Ces tableaux reprennent en effet les différentes assurances complémentaires facultatives, notamment des assurances dentaires, que nous retrouvons à droite du tableau. Une petite idée de ce qu'on retrouve aux pages 42 et 43 avec l'offre des assurances complémentaires facultatives des différents organismes assureurs compétents en région bruxelloise. Concernant le suivi périnatal du troisième enfant de Madame, nous retrouvons aux pages 25 et 26 une série d'informations qui concernent les interventions des organismes assureurs en matière de grossesse et de vie de l'enfant. Nous pouvons retrouver notamment des informations concernant la prime de naissance ou encore la fécondation in vitro. Comme exprimé un peu plus tôt par Fabrizio, il nous a semblé opportun d'ajouter cette catégorie dans le cadre de l'édition 2025 de ce focus, au regard d'une part de l'offre des différents organismes assureurs, mais également des dynamiques de travail que l'on retrouve au sein des 5 bassins d'aide et de soins. Concernant la volonté de Madame d'être accompagnée au mieux pour l'arrêt du tabac, nous retrouvons page 31, un tableau qui reprend les assurances complémentaires obligatoires des organismes assureurs en lien avec le sevrage tabagique. À la page 30, nous retrouvons une série d'informations qui concernent la santé sexuelle et reproductive, qui peuvent apporter également une série d'informations au questionnement de Madame, et notamment des informations sur les remboursements en matière de contraception. Madame Elamy a exprimé de l'inquiétude concernant son reste à charge en lien avec les frais de santé. Elle souhaite consulter des prestataires de soins qui soient conventionnés
Et nous pouvons voir qu'ici, aux pages 12, 13 et 14, et notamment à la page 14, nous retrouvons des informations sur le conventionnement. Un peu plus loin, à la fin du focus, et plus précisément à la page 44, nous retrouvons également un lien vers le site internet de l'INAMI qui reprend un moteur de recherche et qui nous permet de savoir en quelques clics si un prestataire de santé est conventionné ou pas. Madame Leroy, elle a 65 ans, elle a plusieurs problématiques de santé et elle est diabétique de type 2. Au cours d'un entretien, elle exprime le souhait d'une bonne prise en charge de ses soins des pieds afin de prévenir au mieux les complications liées à son diabète. Ayant une mobilité réduite, elle aimerait que ses transports médicaux vers ses nombreuses consultations soient remboursés pour le mieux. Et à la suite d'un deuil, Madame Leroy souhaite également bénéficier d'un soutien psychologique. Elle exprime une certaine appréhension à l'idée que ses soins deviennent impayables avec le temps. Pour plus d'informations justement sur le diabète de type 2, nous vous renvoyons vers le focus intitulé Diabète de type 2, système de prise en charge, qui est disponible dans les deux langues sur le site internet de Brusano et qui est accompagné d'un répertoire de ressources pour les professionnels. Nous découvrons ici sa table des matières. Donc dans ce focus, nous retrouvons une série d'informations, notamment sur les trajets de soins, comme on peut le voir ici même. Et concernant les soins des pieds, vous retrouverez à la page 34 l'offre des différents organismes assureurs dans le cadre de l'assurance complémentaire obligatoire. On y retrouve notamment des interventions pour de la pédicure, mais aussi pour de la podologie. En matière de transport, les informations se trouvent aux pages 36 et 37. Dans la colonne qui reprend les interventions des différents organismes assureurs, donc dans la colonne du milieu, nous remarquons qu'une distinction est faite entre les transports urgents et les transports non urgents, à savoir que le transport vers les consultations de Madame Leroy sont considérés ici comme non urgents. Voilà une idée de ce qu'on retrouve dans les pages suivantes, avec l'offre des différents organismes assureurs en matière de transport. Concernant le soutien psychologique, alors nous retrouvons ici à la page 35 l'offre des organismes assureurs en lien avec l'assurance complémentaire obligatoire. Et à ce sujet, nous vous renvoyons également vers le focus intitulé Santé mentale, offre de soutien et d'accompagnement en région bruxelloise, que vous pouvez retrouver dans les deux langues sur le site de Brusano. Alors, Madame Leroy a exprimé une certaine appréhension à l'idée de faire face à des frais impayables liés à tous ces soins de santé. Je vous renvoie à la page numéro 13, dans laquelle nous retrouvons une série de mécanismes qui visent à faciliter l'accessibilité financière aux soins de santé, et notamment le maximum à facturer qui permet de plafonner le reste à charge de Madame et qui, quelque part, lui garantit de ne pas dépasser chaque année un montant maximal, donc un plafond pour ses soins de santé. Voilà pour cette partie. Et avant de passer à la deuxième partie du webinaire et notamment à la partie de questions-réponses, j'en profite pour introduire nos quatre intervenants du jour que je remercie. Je vous propose, Peter, Christian, Innocent et Nathalie, de vous présenter brièvement en une petite minute afin de donner quelques informations à notre audience sur votre fonction. Bonjour Peter, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Peter, responsable du service social de Solidaris Brabant. L'idée de participer ici pour expliquer un peu le rôle des services sociaux dans les mutualités, qui sont un rôle complémentaire à vie ou par rapport à la tâche mutualiste spécifique d'une mutualité. Merci beaucoup Peter. Bonjour Christian, je te souhaite la bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis conseiller santé à Partenamut, mais le rôle de conseiller santé est issu d'une action menée par l'ensemble des mutualités bruxelloises à la suite
de la crise sanitaire que nous avons connue. Et ben voilà, on poursuit les actions sur la thématique générale de prévention santé à travers des appels proactifs, à travers l'animation d'ateliers vers nos affiliés, vers le citoyen lambda. Pour donner de l'information sur des thématiques bien précises. Pour vous donner un simple exemple, ben, actuellement, nous passons des appels proactifs sur le thème de la vaccination pour vraiment promouvoir l'information sur cette thématique-là. Voilà. Un tout grand merci, Christian. Innocent, je te remercie d'être parmi nous. Bienvenue. Merci beaucoup. Moi, c'est Innocent Monvicano. Je travaille pour l'ASBL Intermute. Je travaille sur un projet fédéral pour faciliter l'accès aux soins de santé et on se focalise surtout sur le public vulnérable. Et puis, entre autres activités, nous organisons des ateliers pour expliquer le fonctionnement des soins de santé en Belgique. Aussi, nous faisons des accompagnements, aussi, nous faisons des visites à domicile des maraudes. Et aussi, nous faisons des analyses des barrières structurelles qui bloquent vraiment l'accès aux soins de santé pour les personnes. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup, Innocent. la fédération. Je te remercie, Innocent. Nathalie, bienvenue. Un grand merci d'être là. Bonjour, je suis Nathalie. Je travaille pour le CAW de Bruxelles, Centrum Algemeen Welzijnswerk. Nous sommes une organisation qui travaille sur le bien-être. Donc, toute personne qui habite, travaille ou étudie à Bruxelles peut s'adresser à nous pour n'importe quelle question dans le domaine du bien-être. Je travaille pour l'équipe de l'accueil. Donc, à l'accueil, on essaye déjà de mieux capter la demande. On définit les droits et on renvoie vers des services qui peuvent assurer un suivi bien précis. Au sein du CAV, nous avons aussi un service aide aux victimes, un service juridique, un service qui accompagne les étrangers, un service divorce et médiation. Donc, notre service social est très large et comporte toute une série de petits services qui peuvent soutenir les clients. Un tout grand merci pour ces riches précisions. Je propose de passer la parole à mon collègue Fabrizio qui va modérer la seconde partie du webinaire consacrée aux questions-réponses. Oui, tout à fait. Donc, on peut peut-être commencer par une première question, vraiment plutôt, on va dire, de compréhension, de clarification. C'est quoi la différence entre la KMI qu'on a citée tout à l'heure et les mutualités? Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite commencer. Soit il lève la main ou soit il commence. Donc, c'est vraiment une question de compréhension par rapport ici à la différence entre les mutualités et la KMI. Mais moi, je veux bien apporter des éléments de réponse. Oui, Euh, comme on l'a déjà évoqué précédemment, notamment dans les explications de Pablo, la CAMI, c'est vraiment la prolongation de l'INAMI. Hein. C'est vraiment l'intermédiaire entre le citoyen lambda et l'INAMI dans un fonctionnement qui est limité à l'application de l'assurance obligatoire, à savoir les remboursements et le paiement d'indemnités d'incapacité de travail. Les mutualités, par contre, à travers leur histoire, ont, euh, vous l'avez entendu, une appartenance plus ou moins définie et active avec un parti politique ou une mouvance politique ou au contraire, c'est le cas des mutualités libres, se définissent comme apolitiques, mais sont vraiment des entreprises privées qui développent un service à l'affilié et qui développent vraiment des stratégies de service client. Hein, et des produits complémentaires. On est vraiment là
dans un équilibre entre une mission qui est légale, hein, nous sommes exécutants de la mission légale comme toute mutualité et comme la KAMI, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on développe à travers un réseau d'agences, à travers le développement d'un marketing, des démarches qui sont aussi commerciales, puisque le citoyen lambda choisit sa Mhm. mutualité, il compare les produits et services des différentes mutualités et il fait un choix comme agent économique finalement. Et donc, voilà. Les mutualités aujourd'hui, comme d'autres prestataires de services, eh bien, on va comparer l'offre et on va faire un choix et on va changer de mutualité si on n'est pas content, si on a eu un problème, si on a trouvé mieux ailleurs. Changer de mutualité aujourd'hui est une démarche qui est quand même relativement facile, aisée, hein, surtout quand on est connecté. Et donc, il y a vraiment aussi des stratégies de fidélisation au sein des mutualités. Donc, c'est vraiment un équilibre entre la mission légale, la mission sociale, l'ancrage social des mutualités. Et à côté de ça, ben oui, quand même, un développement de stratégies de fidélisation et de satisfaction euh, par rapport aux services qui sont proposés. Merci Christian. Je pense que ça clarifie quand même vraiment bien la différence entre les mutualités et la KMI. Je ne sais pas si Peter veut compléter avec quelques éléments sur la KMI ou alors on peut passer à la question suivante. Bon, ce qui peut être intéressant aussi au Mhm, niveau de l'aide sociale ou support social, hein, il y a une différence peut-être aussi à ce niveau-là, hein. mhm, Il y a un rôle de support social pour les affiliés de base qui est là, mais chaque mutualité a souvent, et je pense que là, il y a une différence aussi avec le service social de la CAMI. Chaque service social des mutualités sont aussi reconnus pour offrir un service social première ligne, hein. Spécifiquement à Bruxelles, on a plusieurs possibilités, hein, soit la reconnaissance communauté flamande autant que mhm, dienst maatschappelijk werk, une reconnaissance bicommunautaire à Bruxelles ou la reconnaissance COCOF. L'idée là, c'est que hein, on peut élargir un peu l'offre de services sociaux pour aider les gens, mais la mission est aussi différente. C'est un service social généraliste, mais de notre côté, intégré dans la mutualité, on a une expertise sur tout ce qui est lié à la perte d'autonomie des personnes dans une situation à domicile. Et notre rôle est plutôt de informer les gens, faire les premières démarches pour mettre en ordre tous les avantages de l'aide pratique, les interventions financières qui sont là, hein, à mhm, côté de ce qui offre les mutualités. Et bon, aussi dedans, il y a une petite différence, hein. Les mutualités qui ont un service social aussi reconnu par les pouvoirs régionaux, comme je viens de dire, sont peut-être un peu plus élargies que le service de base aussi qui est là au niveau mhm. du KMI. Merci, merci, ça complète bien et ça permet d'avoir une réponse claire. Je vois qu'on a reçu une autre question concernant le job des assistants sociaux des mutuelles. C'est très précis et pratique, et donc c'est vraiment intéressant. Je la lis. Après, voyez qui se sent OK pour répondre. Donc, qui fait quoi en termes de reconnaissance du handicap, reconnaissance APA, reconnaissance du statut d'aidant proche, ou même une demande d'aide financière au CPS, ou même accompagnement et déplacement avec la personne dans les démarches. Ici, c'est vraiment pour les personnes plus fragiles. Et de manière aussi très concrète, est-ce que les assistances sociales des mutuelles interviennent quand il y a une question ou un risque d'expulsion de logement? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus? Donc c'est vraiment une question sur le périmètre et les limites du travail social à l'intérieur des mutuelles. Et je pense que Oui, je peux répondre à cette oui. question. Euh, Bah, comme je viens de dire,
les services sociaux sont en service première ligne généraliste, hein. Ça veut dire que à la base, avec les différents canaux possibles, on essaye d'être joignable pour tout genre questions, hein. Si j'entends dire reconnaissance handicap via le système SPF ou pour les mineurs, le supplément via les allocations familiales majorées ou une allocation personnes âgées via le système à Bruxelles via Iriscaire. Ça, c'est une expertise ou un genre de questions dans lesquelles on va vraiment faire les démarches, informer les gens, aider à introduire un dossier auprès des instances qui sont là. Alors, ce que je voudrais dire, l'expertise et la connaissance ou notre domaine d'action est plutôt lié au tout ce qui est, tout ce qui touche la perte d'autonomie, hein, pour les personnes handicapées à cause de la vieillesse, des personnes en maladie chronique. Ça, c'est le groupe cible spécifique. Alors, je peux absolument répondre oui à la question, est-ce que le service social de la mutualité est une point de contact pour ce genre de questions? Si on regarde plus large, notre rôle est plutôt de faire une clarification de la demande de la personne, hein. Est-ce que aussi sur les autres domaines de vie, il y a des soucis ou des difficultés? Par exemple, là, on a entendu dans la question l'aspect de logement, mais notre rôle dedans est peut-être pas aller si loin dans l'accompagnement, mais plutôt d'expliquer, informer les gens sur les possibilités et essayer d'orienter vers les autres services. Si je peux ajouter encore quelque chose. Merci. En effet, donc le CAV est un de ces services euh, d'orientation. La semaine dernière, très concrètement, j'ai fait une visite à domicile. J'étais chez une famille où le service social de l'école s'inquiétait de la situation donc à domicile. C'est l'école qui demandait d'aller voir sur place. Bon, je savais qu'il y avait déjà une demande dans le cas du handicap du père. Donc, dans ce cas, nous organisons tout de suite une visite aussi avec une assistante sociale de la mutuelle. Et c'est en fait là qu'on définit qui va faire quoi. Donc, tout ce que vous avez expliqué, donc c'est l'assistante sociale qui va traiter toutes ces demandes. Elle travaille ensemble avec moi et moi, je vais surtout en fait cibler la partie logement, l'école, le problème d'endettement aussi qui existe dans cette famille. Je fais des démarches auprès du CPAS s'il y a des permis de séjour, par exemple, qui arrivent à leur fin. Donc, chaque demande, et ça c'est important de le savoir, chaque demande est le bienvenu. Nous essayons d'abord de comprendre la demande de ces situations précaires et après on oriente. Merci Nathalie. Comme ça, on comprend aussi que ça demande des collaborations à la fois entre acteurs des mutualités et aussi les services sociaux généralistes comme le CAW. Donc, à partir d'un exemple très concret, on voit que sans doute pour répondre aux problèmes, il faut encore mieux collaborer. Christian, oui, le micro. Le micro est fermé, Christian, donc il faut l'ouvrir. Oui, oui, là, c'est bon. Oui, c'est bon? Oui, tout à fait. Voilà, donc je voulais juste insister sur effectivement le fait que nos affiliés viennent au service social avec des demandes qui peuvent partir dans toutes les directions, comme le mettait en évidence Peter, puisque nous sommes un service social de première ligne, mais qu'à Bruxelles, et surtout à Bruxelles, on a la chance vraiment de pouvoir travailler en réseau et de mettre en place des relais, des collaborations avec l'ensemble des acteurs sociaux dans leur domaine d'expertise. Donc ça, c'est vraiment une richesse qu'on peut mettre en place à partir de la demande initiale que l'affilié vient adresser à sa mutualité. Très bien. Je pense que Innocent veut compléter. Oui, Innocent. Oui, oui, merci beaucoup.
Moi, je voulais quand même apporter quelques éléments de réponse de terrain par rapport à la différence Camille et mutualité classique. Là, sur le terrain, on voit quand même qu'il y a la différence de coût parce que le KMI, c'est vraiment gratuit, mais aussi, alors que les mutuelles classiques, il y a des cotisations 6 euros à 15 euros. Bon, pas- Et puis aussi, il y a des services complémentaires aussi. La CAMI ne propose pas propose seulement l'assistance obligatoire, tandis que les mutuelles classiques offrent aussi des services complémentaires comme les remboursements pour les lunettes, soins dentaires, hospitalisation, tout ça. Et je vais aussi apporter aussi l'élément lié à l'accompagnement personnalisé parce que les mutuelles classiques offrent souvent un accompagnement personnalisé et un conseil à gestion de dossiers, ce qui n'est pas le cas pour la CAMI. Et aussi, donc, je pense que ce sont comme éléments de terrain que nous, on observe sur le terrain, sur la différence entre les deux, donc, la mutualité classique et la CAMI. Oui, merci. Merci Innocent. Et justement, tant qu'on a le CHW ici, on se posait la question ensemble en préparant ici le webinaire des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Et c'est quoi en fait vraiment les difficultés principales que vous rencontrez quand il s'agit d'accessibilité, quand il s'agit de travailler vraiment avec les personnes en situation de vulnérabilité? Si vous avez des exemples aussi, ce serait sans doute intéressant. Oui, merci. Je trouve ça une question importante, mais je vais commencer d'ailleurs par ce que vous avez dit lors dès le début du focus par rapport au recours au droit, ou plutôt non recours au droit peut-être. Oui, en fait, ça, c'est un problème que nous sommes confrontés presque quotidiennement, le non-recours, et souvent par absence peut-être d'informations pour le public, ou bien souvent par rapport aussi à un problème de fracture numérique aussi, Mhm. et aussi au problème un problème lié aux interprètes milieux hospitaliers. Donc, si vous dites un exemple, moi je dirais directement par rapport aux interprètes, le problème lié euh, à plutôt au niveau de la barrière linguistique. Et Mhm. là, il y a la barrière linguistique d'une façon classique, d'une façon générale, où on trouve pas ou les interprètes qui sont très rares dans certains milieux, dans des milieux hospitaliers, comme dans les CPS, comme dans les hôpitaux, comme dans les mutuelles. Mais là, je veux vraiment faire un exemple sur un public plus ou moins particulier, sur les Mhm. personnes sourdes et muettes. Ces personnes sourdes et muettes, il y a très très rarement des interprètes à langue de signes, que ce soit dans les CPS, que ce soit dans les mutuelles, que ce soit dans les milieux hospitaliers, que ce soit dans les hôpitaux. Et là, vraiment, je nous dis qu'on est souvent confronté, on est confronté à cette barrière structurelle qu'on ne trouve pas de solution. Parce que normalement, les hôpitaux peuvent dire, OK, la personne peut venir avec une personne de confiance, une personne de ta famille, qui peut faire la traduction à langue de signes. Mais des fois, ça, la personne, s'il a des problèmes de santé, qui ne veut pas que ces problèmes soient divulgués à l'entourage, à sa famille, il ne préfère pas aller avec une personne donc une femme de sa famille ou un ami. Et alors, quand il parle comme ça cause des problèmes. Les problèmes, ça peut, donc, ce sont des difficultés de se faire comprendre et ça peut entraîner des erreurs médicales. Mhm. Ça peut être des erreurs de diagnostic ou bien des erreurs de traitement. Et là, et là, et là, là, on ne trouve pas vraiment juste, c'est un blocage, en fait. C'est un blocage et la personne n'a pas les moyens souvent, ces personnes-là n'ont pas les moyens pour se faire payer des interprètes. Alors que ce sont des milieux hospitaliers, des institutions qui devraient mettre en place des interprètes en langue de signes ou bien faire des formations à certains employés en langue de signes. Là, je donne seulement cet exemple, mais Mhm. sinon, comme j'ai dit bien avant, on évalue, on fait des analyses des barrières structurelles qu'on trouve dans les hôpitaux, dans les milieux hospitaliers, donc dans les milieux d'aide aux soins. Et des fois, on trouve sans solution, en fait. Merci. J'espère que Merci Innocent. C'est très important, c'est très concret aussi, des situations
compliquées, de non-accès, de non-recours, de défis en termes d'accessibilité. Et effectivement, concernant la médiation interculturelle, il en existe dans certains hôpitaux bruxellois, mais peut-être pas dans tous les hôpitaux bruxellois. Euh, Est-ce qu'il y a un membre du panel qui veut compléter? Non. Je pense qu'on peut prendre la question suivante, si vous êtes OK. Donc pour l'Académie, je pense qu'il ne faut pas avoir nécessairement de document de séjour en règle pour y être affilié, ou je me trompe. Donc ici, c'est vraiment la question de la condition pour avoir une affiliation à la KMI. Je ne sais pas si soit Peter ou Christian, vous avez des réponses, ou alors on peut aussi, de notre côté, tout simplement prendre le temps, hein, prendre le temps de checker avec la KMI elle-même et de donner une information précise. Ou Christian, vous voulez compléter? Euh, Moi, je suis pas, j'ai pas les statuts ou l'information spécifique pour la CAMI, mais je pense que la CAMI n'échappe pas au cadre légal Mhm, qui est fixé et qui touche l'ensemble des organismes assureurs, comme on les mhm, appelle. Et donc, à ma connaissance, il faut quand même résider en Belgique ou en tout cas être inscrit dans un registre, sur le registre national, le registre des étrangers, et avoir au moins une autorisation de résidence de plus de 3 mois, si je ne me trompe pas. Mais voilà, je ne sais pas si Pablo euh, ou quelqu'un a plus d'informations à ce sujet-là. Voilà, ok. Ouais, c'est déjà quelques un élément éléments. de réponse, oui. C'est pas exhaustif, mais déjà il y a quelques éléments. Et puis encore merci pour la question dans le chat. Euh, une question aussi qui peut être posée, c'est de manière plus pratique, mais c'est intéressant de poser ces questions parce que c'est parfois le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui se passe en cas de non-paiement prolongé des cotisations? Très concrètement, quels sont les risques ou comment agit la mutualité quand il y a un non-paiement et quelle est la période de maintien des droits? Donc ici, c'est sans doute soit pour Christian ou Peter, s'il est encore avec nous, je ne sais pas. Christian. Je pense pas que Peter soit revenu entre-temps. Donc l'assurance complémentaire, elle est devenue donc légalement obligatoire. Elle ne l'était avant, je pense que ça remonte à la fin des années 90, où elle n'était que statutairement, hein. Chaque mutualité se positionnait par rapport à ce caractère obligatoire. Donc depuis fin 99, début 2000, si je ne me trompe pas, elle est devenue légalement obligatoire auprès des mutualités. Et donc, on se met en conformité avec la législation de l'OCM, l'Office de contrôle des mutualités, Mhm. hein, Mhm. qui donne son accord aussi sur chaque avantage qu'une mutualité propose d'insérer dans son package d'avantages d'assurance complémentaire. Et ici, en ce qui nous concerne au niveau de Partenamut, mais d'une mutualité à une autre, ça peut varier. Ici, tout dossier en assurance complémentaire comportant plus de 24 mois de cotisation impayée ou non justifiée sur une période de 60 mois va entraîner une clôture pure et simple de l'assurance complémentaire. D'accord? Donc, Mhm. on va clôturer l'accès aux bénéfices de cette assurance et régulièrement aussi, via notre réseau de conseillers clientèle, on va même proposer à l'affilié un processus d'amnestie, hein, donc de remettre les Mhm. compteurs à zéro pour le motiver à reprendre le paiement régulier des cotisations et lui permettre de bénéficier donc de l'ensemble de ces avantages. Voilà. Très bien, merci Christian. Mais Donc ça peut c'est varier, je pense. C'est Mhm. dommage que Peter ne soit plus là, mais je pense que ça peut varier d'une mutualité à une autre avec des règles plus ou moins strictes, avec une marge de flexibilité différente d'une mutualité à une autre. Parfait. De toute manière, on a déjà des éléments concernant ici une mutualité, donc Partenamut, donc ça clarifie déjà un peu la donne, mais c'est quand même aussi un élément, un point d'attention pour nous. Euh, Peut-être aussi une question plus pratique, c'est sur les modalités de remboursement
des mutualités, est-ce qu'il y a des critères communs ou on a vu tout ce qui est remboursé par chacune des mutualités? Il y a des choses qui sont identiques, il y a des choses qui sont différentes. Sur quelle base vous-même vous mettez, on va dire, quelque chose lié à une thématique ou à une autre thématique dans votre assurance obligatoire complémentaire? Alors, on parle bien de l'assurance complémentaire, hein, Oui. puisque tout ce qui est assurance obligatoire, ben là, on est exécutant sensu stricto du cadre légal. Et donc, la construction et la révision du package d'avantages inclus dans l'assurance complémentaire, eh bien là, c'est chaque année le service marketing qui fait des études de marché, qui va comparer, hein, on parlait de d'approche concurrentielle entre Mhm, mutualités, ben oui, les mutualités se comparent les unes par rapport aux autres, font des études de marché pour rester le plus près possible de l'évolution des besoins en matière de soins de santé et mhm, aussi, bien évidemment, des restrictions qui apparaissent dans le cadre de l'assurance obligatoire. Un des plus bels exemples, c'est tout ce qui est lié aux thérapies ou aux médecines alternatives ou même au remboursement en psychologie. Puisque on le sait, on le lit dans l'ensemble des médias, hein, ce soutien psychologique est vraiment un besoin qui aujourd'hui dans la société grandit. Qu'est-ce qui est proposé dans l'assurance obligatoire? Ben, finalement, pas grand-chose, voire quasi rien. OK, chaque mutualité va se positionner et offrir à ses affiliés, eh bien, un remboursement complémentaire dans ce domaine-là. Et donc, c'est un choix sur un nombre de séances, sur un montant remboursé par séance. mhm, C'est la mise à disposition d'une ligne d'écoute avec un 0800. C'est le remboursement aussi dans l'abonnement à une application bien-être, une application méditation même. Hein, le petit bambou est une application qui a pas mal de succès. OK? Eh bien, on va intervenir dans le remboursement, une partie du remboursement de l'abonnement annuel à ce genre d'application. Donc, c'est vraiment une démarche propre à chaque mhm, mutualité, mis en place et revu chaque année par le marketing. mhm. Mhm. Et bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure aussi, ça repasse par la validation par l'OCM, hein, qui bien évidemment Mhm. ne permet pas à une mutualité de rembourser ou d'offrir n'importe quel type de service. Ça Ok. doit rester dans un cadre et ça, c'est vraiment l'Office de contrôle des mutualités qui nous contrôle et qui nous met des feux rouges ou des feux verts. Voilà. Ah, ton micro là. On comprend aussi comme ça mieux comment fonctionnent les Mhm. mutualités et sur quels critères et quelle est l'approche envisagée par les mutualités. Ah, et Peter revient. Je vois que Peter nous rejoint. Euh, Peter, est-ce que... Oui, bonjour. Je Oui, m'excuse vraiment, j'avais un souci de connexion à Internet. Je suis oui, maintenant dans une connexion mobile 4G. J'espère que c'est plus stable. pas de problème. Euh, mais pour la question précédente, je pense que j'avais dit le plus important. Ce que je Mhm, voudrais encore rajouter, peut-être, il y a aussi l'élément de différence entre mutualité, peut-être, sur le montant qu'on demande aux membres de contribuer. Il y a aussi mhm. cette cotisation peut être différente et ça, c'est aussi un parti du stratégie de dire, OK, et ça dépend et ça a un impact sur ce que tu peux faire et avec le budget dans la totalité les assurances complémentaires. On se dirige progressivement vers la fin, mais quand même, je voudrais poser une... Ton micro est recoupé. Micro. Nathalie, ici, je voudrais... donc, on va aller vers la conclusion progressivement, mais je pose une dernière question. C'est peut-être un peu plus autour du travail de terrain ou de proximité. Donc, on sait que le travail social développe toute une série d'approches plus proactives pour limiter le non-recours au droit. Et donc, si vous pouvez peut-être juste expliquer comment vous faites pour parfois aller chercher des personnes
en difficulté ou en situation de vulnérabilité. En effet, ben écoutez, je vais énumérer quelques exemples. Nous avons Albatros, qui est une maison d'accueil pour des personnes sans domicile fixe. Chez Albatros, donc, il y a quelqu'un qui travaille à mi-temps, une personne aussi qui est à mi-temps chez Diogène. Donc, pour pouvoir vraiment aider les personnes qui vivent dans la rue. Donc là aussi, on essaye vraiment de les diriger vers une maison d'accueil et vers un domicile fixe. Alors, dans mon équipe, donc le service social, on fait des permanences dans des écoles. Cela est subventionné par la communauté flamande. On est par exemple présent à Anderlecht, à Schaerbeek et à Jette dans des écoles primaires et secondaires. Bon, on a choisi, ces communes ont été choisies, je ne sais pas pourquoi. C'est donc vraiment pour pouvoir toucher en direct les parents. Parfois, il y a des enseignants, des profs qui voient il y a un problème avec un enfant. Eh bien, là, dans un contexte assez bien connu et familier, les parents peuvent fixer un rendez-vous et nous parler. Alors, un autre exemple encore, on donne des formations sur le paysage social à Bruxelles. Ces formations, on les donne. Bon, la dernière formation, c'était une formation à donner un réseau à Saint-Josse. Il y avait des écoles qui participaient, des clubs de sport, entre autres, car ce sont là, en fait, que l'on voit les personnes qui entrent en première, qui sont en première ligne et qui voient, qui captent les problèmes. Merci beaucoup Nathalie. Je pense qu'on a quelques secondes avant la conclusion. Bah, déjà, merci beaucoup à tout le monde, Oui. aux panélistes, aux questions, aux collègues. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc ici, l'idée aussi, c'est de rappeler qu'il y a une ligne helpdesk dans chaque bassin. Donc n'hésitez pas, c'est aussi intéressant pour les situations complexes. Et enfin, dernier point avant de clôturer, pour rappel, le 16 janvier 26, il y a un Focus Live concernant les personnes qui ne sont pas assurées ou les personnes qui sont en dehors de l'assurance obligatoire. En tout cas, merci à tout le monde pour les questions, pour votre implication. Merci à tous les panélistes. Merci à Innocent. Merci à Peter, merci à Nathalie et merci à Christian. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.